Un homme a été condamné à la chaise électrique. Avant sa fin, il n'avait qu'une seule demande. Il voulait que son fidèle chien soit à ses côtés. Lorsqu'ils ont amené le chien, l'animal a révélé des choses surprenantes. Avant d'entendre ce récit, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires comme celle-ci. Le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de tons orangés au-dessus de la petite ville de Vallée des Monts. Dans le centre de détention de l'État, Jean Dupont, un homme de 42 ans aux yeux doux et aux cheveux prématurément grisonnants, faisait une demande inhabituelle au directeur de l'institution. « S'il vous plaît, laissez-moi voir Rex une dernière fois. » Sa voix tremblante résonnait dans la pièce austère. « Il est tout ce qui me reste dans ce monde. » Le directeur Martin ajusta ses lunettes, mal à l'aise face à la situation. En 20 ans de carrière, il n'avait jamais reçu une demande aussi étrange de la part d'un condamné. Un chien, dans l'aile de sécurité maximale? Dupont, vous comprenez que c'est très irrégulier, répondit-il en feuilletant nerveusement le dossier sur son bureau. Il n'y a aucun précédent pour une telle chose. Jean ferma les yeux un instant, respirant profondément. Les menottes à ses poignets tintèrent légèrement lorsqu'il se redressa sur sa chaise. « Directeur, j'ai passé les 15 dernières années à m'occuper d'animaux abandonnés à la ferme Espoir. Rex n'est pas seulement un chien, il est mon partenaire, ma famille. » L'affaire de Jean Dupont avait choqué la petite communauté. Le gentil soigneur d'animaux, connu pour son travail dévoué auprès des bêtes abandonnées, avait été accusé de la disparition de la petite Sophie Martin, âgée de seulement 8 ans. Les preuves trouvées dans sa cabane semblaient irréfutables. Le ruban de cheveux de la fillette, ses empreintes digitales sur un journal d'enfant et même des restes de ses vêtements. « Je sais que tout le monde me considère coupable, » continua Jean. « Mais ce chien est le seul être vivant qui me fait encore confiance, le seul qui connaît encore la vérité. » Le directeur observa l'homme devant lui. Malgré les preuves accablantes, il y avait quelque chose chez Jean Dupont qui ne correspondait pas au profil d'un criminel. Ses yeux dégageaient une paix inexplicable, même face à des circonstances extrêmes. À la ferme, à des kilomètres de là, Rex, un berger allemand au pelage noir et doré, restait assis devant la cabane de Jean, refusant de bouger depuis l'arrestation de son maître. Les employés temporaires de la ferme rapportaient des comportements étranges de l'animal. Il creusait obsessionnellement à certains endroits de la propriété, aboyait vers la ferme voisine sans raison apparente et disparaissait parfois pendant des heures, revenant avec des objets aléatoires. « Dupont, le directeur rompit enfin le silence, je vais considérer votre demande, mais je devrais consulter les autorités compétentes et mettre en place des protocoles de sécurité appropriés. » Jean sentit une petite flamme d'espoir s'allumer dans sa poitrine. « Merci, directeur Rex, il est spécial, il a toujours été plus qu'un simple chien. Il comprend des choses que nous, humains, mettons parfois du temps à percevoir. » Alors que Jean était reconduit à sa cellule, le directeur Martin resta dans son bureau, contemplant la situation. L'affaire Dupont avait divisé la communauté. Certains se souvenaient encore de l'homme gentil qui avait transformé une ferme abandonnée en un sanctuaire pour animaux dans le besoin. D'autres ne voyaient que les preuves qu'il avait condamnées. Dans la ferme voisine d'Espoir, Richard Lambert observait la propriété de Dupont à travers sa fenêtre, un verre de whisky à la main et une expression indéchiffrable sur le visage. L'aboiement lointain de Rex résonnait à travers la propriété, lui causant une irritation croissante. « Ce maudit chien ne se tait pas », murmura-t-il pour lui-même, fermant les rideaux avec force. Pendant ce temps, quelque part à proximité, un secret restait enterré, attendant de refaire surface. Rex, comme guidé par un instinct supérieur, continuait sa recherche infatigable, sachant que le temps de son maître était compté. La nouvelle de la demande inhabituelle de Jean Dupont s'était rapidement répandue dans le centre de détention. Les gardes chuchotaient dans les couloirs, partagés entre la compassion et le scepticisme. Dans la salle de réunion, le directeur Martin présentait le cas au conseil administratif. « Messieurs, je reconnais que c'est une demande sans précédent, » expliqua-t-il, ajustant sa cravate. « Mais nous devons également considérer l'aspect humanitaire de la situation. » De l'autre côté de la ville, à la ferme Espoir, Anne Dubois, la vétérinaire bénévole qui aidait à maintenir le lieu en fonctionnement depuis l'emprisonnement de Jean, observait Rex avec une inquiétude grandissante. Le chien avait perdu du poids, malgré toute la nourriture disponible. « Tu lui manques, n'est-ce pas, mon garçon ?» murmura Anne, caressant la tête de l'animal. Rex répondit par un gémissement sourd, ses yeux intelligents fixés en direction de la ferme voisine. Ce matin-là,
Comme c'était devenu une habitude, Rex disparut pendant quelques heures. À son retour, il portait quelque chose de différent dans sa gueule, une petite poupée de chiffon, sale et usée. Anne prit l'objet avec précaution, son cœur s'accélérant en reconnaissant les traits. Mon Dieu, cela ressemble à... Ses mains tremblaient tandis qu'elle examinait la poupée. Il était impossible de ne pas l'associer à la description du jouet préféré de Sophie Martin, la fillette disparue. Mais comment cela était-il arrivé ici? Dans la ferme voisine, Richard Lambert supervisait la construction d'un nouveau hangar. Ses employés commentèrent le comportement étrange du patron ces derniers jours, plus irritable que d'habitude, surtout quand il s'agissait du procès de Dupont. « Monsieur, ça va ?» demanda Jean, son contremaître le plus ancien, remarquant les cernes profonds du patron. « Juste fatigué », répondit Richard sèchement, « et préoccupé par ce chien fou qui envahit ma propriété. » Au centre de détention, Jean recevait la visite de son avocat, docteur Michel Laurent, qui luttait sans relâche pour faire annuler la condamnation. « Jean, j'ai obtenu une audience d'urgence, » annonça l'avocat. « Mais il nous faut quelque chose de concret, une nouvelle preuve qui pourrait rouvrir le dossier. » Jean sourit tristement. « Michel, pendant tout ce temps, seul Rex est resté à mes côtés. Il sait... Il a toujours su. De quoi parles-tu, Jean? Rex a un don spécial. Il peut sentir des choses que nous ne percevons pas. Ces derniers mois avant mon arrestation, il était différent, plus agité. Surtout quand... » Jean s'arrêta brusquement, comme si un souvenir important lui était revenu. « Quand quoi, Jean? Quand Richard Lambert visitait la ferme. Rex ne l'a jamais aimé, il grognait toujours en sa présence. À l'époque, j'ai pensé que c'était un comportement territorial, mais maintenant, à la ferme Espoir, Anne décida de suivre Rex lors de sa prochaine expédition. Cachée derrière quelques arbres, elle observa le chien se diriger avec détermination vers une zone spécifique de la propriété voisine. L'animal s'arrêta devant une ancienne construction, partiellement recouverte de végétation. Il renifla l'air et commença à creuser frénétiquement, aboyant d'une manière différente de son habitude. Anne sentit un frisson parcourir son échine. Il y avait quelque chose dans ce comportement qui ne semblait pas aléatoire. C'était comme si Rex essayait de raconter une histoire que personne ne comprenait encore. En fin d'après-midi, le directeur Martin reçut la réponse des autorités supérieures. Ils autoriseraient la visite de Rex, sous des conditions de sécurité strictes. Lorsque la nouvelle parvint aux oreilles de Jean, des larmes silencieuses coulèrent sur son visage. « Merci », murmura-t-il, regardant par la petite fenêtre de sa cellule. Maintenant, peut-être que la vérité aura une chance. Le matin de la rencontre entre Jean et Rex arriva avec une brume épaisse recouvrant la vallée des monts. Au centre de détention, une atmosphère tendue planait dans l'air, tandis que les gardes préparaient la salle spéciale pour cette visite inhabituelle. Anne arriva tôt avec Rex, qui semblait pressentir l'importance de ce moment. Le chien portait quelque chose dans sa gueule, un morceau de tissu coloré qu'il avait trouvé lors d'une de ses mystérieuses expéditions. Il n'a voulu lâcher ça pour rien au monde, expliqua Anne au directeur Martin. C'est comme s'il savait qu'il devait le montrer à Jean. Les procédures de sécurité furent rigoureuses. Rex passa par des détecteurs de métal et fut examiné par des gardes spécialisés. Le directeur Martin supervisait personnellement chaque étape, conscient de l'exceptionnalité de cette situation. Lorsque Jean entra dans la pièce, Rex courut immédiatement vers lui, ignorant tous les protocoles établis. Les retrouvailles émurent même les gardes les plus expérimentés. Jean serra son fidèle compagnon dans ses bras, laissant les larmes couler librement. « Hé, mon pote !» murmura Jean, sentant le cœur de l'animal battre rapidement contre sa poitrine. « Tu as été un bon garçon, n'est-ce pas ?» C'est alors que Rex laissa tomber un morceau de tissu. Jean le ramassa avec des mains tremblantes, son visage pâlissant en reconnaissant le motif. « Directeur !» appela Jeanne, la voix étranglée. « Ce tissu, il vient du rideau de la chambre d'amis de la ferme de Richard Lambert. Je m'en souviens parce que j'y ai fait un travail, quelques semaines avant la disparition de Sophie. » Anne, qui observait la scène, sentit son cœur s'accélérer. Jean Rex a trouvé plusieurs choses ces dernières semaines, y compris une poupée qui ressemble beaucoup à la poupée préférée de Sophie, compléta Jean, ses yeux s'écarquillant de compréhension. Rex a toujours su. Il a essayé de me prévenir à propos de Richard, mais je n'ai pas compris les signes. Le directeur Martin fronça les sourcils, ses soupçons sur l'affaire grandissant.
Dupont, êtes-vous en train de suggérer que Richard Lambert a un lien avec la disparition de Sophie? Directeur, dans les semaines précédant la disparition, Richard a commencé à apparaître fréquemment à ma ferme, toujours avec des excuses différentes. Rex était agité, il essayait de m'avertir. J'aurais dû m'en rendre compte. Pendant ce temps, à la ferme Lambert, Richard observait nerveusement par la fenêtre de son bureau. La vue de la voiture de police garée au centre de détention le rendait mal à l'aise. Ses pensées furent interrompues par un bruit étouffé provenant du sous-sol. Dans le salon, Rex se mit à aboyer de manière étrange, le même aboiement qu'Anne avait remarqué lorsqu'il creusait près de la vieille construction de la ferme voisine. « Il fait ça depuis des semaines », expliqua Anne, « surtout près de cette construction abandonnée sur la propriété de Monsieur Lambert. » Jean ferma les yeux, des souvenirs douloureux refaisant surface. Cette construction, Richard disait que c'était juste un vieux dépôt, mais il devenait toujours nerveux quand quelqu'un s'en approchait. Le directeur Martin prit son téléphone, prenant des notes rapides. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler d'une manière inquiétante. « Monsieur Dupont, » dit le directeur, sa voix empreinte de gravité, « je pense que nous devons rouvrir votre dossier. Ces informations ainsi que le comportement de Rex. » Jean caressa la tête de Rex, qui gardait les yeux fixés sur son maître, comme s'il essayait de transmettre d'autres messages silencieux. « Rex n'est pas juste un chien, » dit Jean, sa voix ferme pour la première fois depuis des mois. « Il est mon lien avec la vérité. » Et maintenant, enfin, les gens commencent à entendre ce qu'il essaie de dire. Anne regarda par la fenêtre du salon, remarquant comment le brouillard commençait à se dissiper, révélant un ciel étonnamment clair. C'était comme si la nature conspirait pour apporter la lumière à l'obscurité qui avait enveloppé la vallée des monts pendant si longtemps. Le directeur Martin quitta la salle avec un objectif renouvelé. Les preuves circonstancielles commençaient à former un schéma qui ne pouvait plus être ignoré. Il était temps d'enquêter plus en profondeur sur la ferme voisine et son propriétaire apparemment respectable. Alors que le directeur Martin articulait les prochaines étapes de l'enquête, une tempête se formait à l'horizon de la vallée des monts. À la ferme Lambert, Richard marchait nerveusement dans le couloir de sa maison coloniale, le grincement du plancher de bois résonnant comme un présage sinistre. « Monsieur Lambert », appela Marie, sa gouvernante depuis plus de 2 décennies, « vous avez à peine touché à votre petit déjeuner ce matin. » Richard se contenta de faire un geste de la main, écartant l'inquiétude. Ses yeux étaient fixés sur une vieille photographie accrochée au mur. Lui et Édouard Martin, le père de Sophie, se serrant la main devant la ferme. L'image, prise il y a 10 ans, marquait le début d'un partenariat qui se terminerait par un conflit judiciaire amer. Au poste de police locale, l'enquêteur Charles Rivière réexaminait l'affaire de Sophie avec un regard neuf. Les preuves trouvées dans la cabane de Jean Dupont, autrefois considérées comme concluantes, semblaient maintenant soigneusement plantées. « Comment n'avons-nous pas vu cela plus tôt ?» murmura-t-il pour lui-même, en examinant les photographies de la scène du crime. Tout était parfaitement positionné, comme dans une scène préparée. Anne continuait son travail à la ferme Espoir, mais maintenant avec un objectif supplémentaire. Équipée d'une caméra, elle documentait chaque objet que Rex trouvait lors de ses expéditions. Le chien semblait plus déterminé que jamais, comme s'il sentait que le temps était compté. « Regarde ce qu'il a trouvé aujourd'hui », montra Anne la dernière découverte au docteur. Michel Laurent qui était arrivé pour une visite. C'était une petite broche scolaire partiellement enterrée et rouillée. Ce symbole, l'avocat ajusta ses lunettes pour mieux voir. C'est de l'école où Sophie étudiait. Dans la cellule du centre de détention, Jean recevait une visite inattendue, Claire Martin, la mère de Sophie. Ses yeux, autrefois remplis de haine, montraient maintenant du doute et de la culpabilité. « Pourquoi ne vous êtes-vous jamais correctement défendu, Jean ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. « Pourquoi avez-vous tout accepté en silence ?» Jean respira profondément avant de répondre. « Parce que parfois, Madame Martin, la vérité a besoin de temps pour émerger, et certaines personnes ne peuvent voir que ce qu'elles sont prêtes à voir. » À la ferme Lambert, le contremaître Jean observait son patron avec une inquiétude croissante. Richard avait ordonné de renforcer les serrures de l'ancienne construction et d'installer des caméras de sécurité autour de la propriété. « Patron, risqua Jean, vous êtes inquiet à propos de quelque chose en particulier ?» Richard le regarda avec des yeux froids. « Faites simplement ce que j'ai dit, Jean, et gardez ce chien loin de ma propriété, quoi qu'il en coûte. »
Au centre de détention, le directeur Martin dirigeait une réunion d'urgence avec l'équipe d'enquête. Les nouvelles preuves apportées par Rex, ajoutées aux incohérences dans l'affaire originale, justifiaient une action plus incisive. « Nous avons besoin d'un mandat de perquisition pour la ferme Lambert », conclut le directeur. « Mais cela doit être fait discrètement. S'il y a quelque chose à trouver là-bas, nous ne pouvons pas risquer que ce soit détruit. » Anne, qui participait à la réunion en tant que témoin, partagea ses observations sur le comportement de Rex. Il revient toujours au même endroit, cette vieille construction, et son aboiement est différent quand il est là. C'est comme s'il répondait à quelque chose, ou à quelqu'un. Le docteur Laurent consulta sa montre, conscient que chaque minute était précieuse. « Nous devons agir vite. Si Richard Lambert réalise que nous connectons les points... » Un lointain coup de tonnerre déchira l'air, faisant trembler les fenêtres de la pièce. L'orage approchait de la vallée des monts, apportant avec lui des promesses de révélations longtemps enfouies. À la ferme Espoir, Rex restait en veille infatigable, ses yeux fixés sur la propriété voisine. Le vent portait des sons lointains, presque imperceptibles pour des oreilles humaines, mais que le chien captait avec une clarté douloureuse. La vérité, comme l'orage qui approchait, était sur le point de s'abattre sur la vallée des monts, balayant des années de mensonges et révélant des secrets gardés dans l'ombre du passé. La pluie tombait sans pitié sur la vallée des monts lorsque l'équipe d'enquête se réunit au commissariat. L'inspecteur Rivière étala des photographies et des documents sur la table, révélant une toile de connexion jusqu'alors ignorée. « Regardez ça », indiqua-t-il en pointant un document jauni. 3 mois avant la disparition de Sophie, Édouard Martin a gagné le procès contre Richard Lambert. La décision judiciaire obligeait Lambert à vendre une partie de ses terres pour régler une ancienne dette. Anne, qui restait en contact constant avec l'équipe, envoya de nouvelles images capturées par ses caméras de sécurité. Sur les photos nocturnes, Rex apparaissait près de la vieille construction, interagissant avec les ombres d'une manière particulière. « Il y a quelque chose d'étrange dans ces images », observa le technicien forensique. Regardez ce motif de lumière qui sort des fissures du sous-sol. Cela semble artificiel. Au centre de détention, Jean recevait une nouvelle visite de Claire Martin. Cette fois, elle apportait une vieille boîte de souvenirs. « J'ai trouvé ça dans le grenier », dit-elle en sortant un album photo. Ce sont des photos de la fête d'anniversaire de Sophie, 1 mois avant sa disparition. Regardez qui est à l'arrière-plan de cette image. Jean examina attentivement la photographie. Là se trouvait Richard Lambert, observant la jeune fille avec une expression qui semblait maintenant chargée de significations cachées. « Madame Martin, » dit Jean doucement, « votre fille a-t-elle déjà mentionné quelque chose à propos de Richard? Quelque chose d'inhabituel ?» Claire ferma les yeux, plongeant dans des souvenirs douloureux. « Sophie, elle a dit que l'oncle Richard, comme nous l'appelions, avait promis de lui montrer un endroit spécial dans sa ferme, un endroit secret où il gardait des trésors anciens. À la ferme Espoir, la tempête faisait des ravages. Un éclair frappa un arbre près de la vieille construction, fendant son tronc. Jean, le contremaître, courut vérifier les dégâts lorsqu'il remarqua quelque chose d'étrange. Un câble électrique partiellement exposé, menant vers le sous-sol. « Mais que diable !» murmura-t-il, suivant le fil du regard jusqu'à son origine, un générateur caché parmi les buissons. Richard observait la scène depuis sa fenêtre, son visage masqué par l'inquiétude. D'une main tremblante, il composa un numéro sur son téléphone. « Je dois que tu avances nos plans », chuchota-t-il au téléphone. « Nous n'avons plus de temps. » Au commissariat, l'inspecteur Rivière recevait un appel anonyme. La voix de l'autre côté, déformée par la peur et la culpabilité, révélait des détails troublants sur la routine à la ferme Lambert. « Toutes les nuits, » disait la voix, « il descend jusqu'à cette vieille construction. Il apporte de la nourriture, de l'eau. J'ai cru que c'était pour un animal de compagnie, mais après les aboiements de ce chien... » Le directeur Martin, entendant le récit, prit une décision. « Nous ne pouvons plus attendre le mandat. S'il y a une chance... » Anne, qui accompagnait Rex dans sa ronde nocturne, remarqua une activité inhabituelle à la ferme Lambert. Des camionnettes commençaient à s'aligner près de la vieille construction. « Il prépare quelque chose », chuchota-t-elle au téléphone informant l'équipe d'enquête. « Nous devons agir maintenant. » Rex, comme s'il comprenait l'urgence du moment, se mit à aboyer plus intensément que jamais. Son son résonnait dans la nuit pluvieuse, portant un message qui ne pouvait plus être ignoré. Au centre de détention,
Jean ressentit une agitation inexplicable. Des années de vie commune avec Rex avaient créé une connexion presque surnaturelle entre eux. Il savait, au fond de son âme, que quelque chose de crucial était sur le point de se produire. La tempête augmentait en intensité, comme si la nature elle-même voulait participer à la révélation qui approchait. Des éclairs illuminaient le ciel de la vallée des monts, projetant des ombres dansantes sur des secrets sur le point d'être révélés. Quelque part, dans les profondeurs de cette ancienne construction, un écho du passé attendait d'être découvert, protégé seulement par la fine ligne entre la vérité et le silence. La pendule marquait 23h47 lorsque l'équipe d'enquête arriva à la ferme Lambert. La pluie s'était calmée en une fine bruine, et l'air portait un poids presque palpable. Anne attendait avec Rex à l'entrée de la propriété, le chien plus agité que jamais. « Les camions ont commencé à bouger il y a 10 minutes, informa-t-elle à l'enquêteur Rivière. Ils transportent des caisses de l'ancienne construction. Le directeur Martin, qui dirigeait personnellement l'opération, avait positionné son équipe de manière stratégique autour de la propriété. Des années d'expérience policière lui disaient que cette nuit changerait de nombreuses vies. Dans la maison principale, Richard Lambert était dans son bureau lorsque les premiers véhicules franchirent ses portails. Son visage pâlit en voyant les lumières se refléter sur sa fenêtre. « Jean !» cria-t-il à son contremaître. « Terminez le travail, maintenant !» Mais Jean, après des années à porter le poids du silence, avait pris sa décision. C'était lui la voix anonyme qui avait appelé le commissariat. Avec des pas déterminés, il marcha vers les enquêteurs. « Je peux vous montrer où elle est, » dit-il, sa voix tremblante. « Mais nous devons nous dépêcher. » Rex, comme s'il comprenait la gravité du moment, partit en tête du groupe, les guidant à travers la propriété jusqu'à l'ancienne construction. Ses aboiements avaient maintenant un ton différent, presque de célébration. Dans le centre de détention, Jean Dupont restait éveillé dans sa cellule, ressentant chaque moment à travers sa connexion inexplicable avec Rex. Claire Martin était à ses côtés, ayant reçu une autorisation spéciale pour suivre les développements. L'ancienne construction révéla ses secrets sous la lumière des lanternes policières. Ce qui semblait être un simple entrepôt abandonné cachait une structure souterraine sophistiquée. Jean guida l'équipe à travers un couloir étroit, descendant un escalier métallique. « Il a construit cela il y a des années », expliqua le contremaître. Il disait que c'était un abri contre les tornades, mais il ne laissait jamais personne s'en approcher. Le cœur de tous s'arrêta lorsqu'ils arrivèrent à une porte renforcée. Les sons de l'autre côté étaient indéniables. Une télévision allumée, diffusant des dessins animés. Lorsque la porte fut ouverte, la vérité que Rex avait tenté de révéler depuis si longtemps fut enfin mise au jour. Une chambre, petite mais confortable, décorée avec des dessins et des jouets. Et là, assise à une petite table, se trouvait Sophie Martin. La fillette, maintenant âgée de 9 ans, leva les yeux de ses dessins. Son visage montrait un mélange de peur et d'espoir en voyant tant de personnes inconnues. « Vous êtes de la police ?» demanda-t-elle doucement. « Oncle Richard a dit que personne ne pouvait me trouver jusqu'à ce que papa paie ce qu'il devait. » Anne, qui filmait tout avec son téléphone, ne pouvait retenir ses larmes. Rex courut vers Sophie qui le reconnut immédiatement. « Rex !» s'exclama-t-elle avec joie. « Je t'entendais aboyer depuis là-haut. J'essayais de répondre, mais oncle Richard disait que je devais rester tranquille. » À la surface, Richard Lambert tentait de fuir dans le chaos, mais il fut arrêté avant d'atteindre sa voiture. Des années de ressentiment contre Édouard Martin l'avaient conduit à un plan cruel, kidnapper Sophie et incriminer Jean Dupont, détruisant ainsi 2 familles d'un seul coup. Au centre de détention, Claire Martin s'effondra en larmes en recevant la nouvelle par téléphone. Jean, dans sa cellule, ferma les yeux en silence, rempli de gratitude. « Rex a réussi », murmura-t-il. « Il n'a jamais abandonné la vérité. » La nuit avançait dans la vallée des monts, et avec elle, une histoire d'injustice commençait à être réécrite. Sophie serait réunie avec sa famille, Jean serait libéré, et Rex, le héros silencieux, avait prouvé que la loyauté et l'amour peuvent surmonter tous les obstacles. Le lendemain matin se leva avec une clarté différente dans la vallée des monts. Les premières pages des journaux affichèrent la nouvelle qui changerait à jamais l'histoire de la petite ville. Une fillette disparue, retrouvée vivante, un innocent sera libéré. À l'hôpital local, Sophie passait des examens médicaux, entourée de l'amour de ses parents. Claire ne quittait pas sa fille d'une seconde,
comme si elle craignait que tout cela ne soit qu'un rêve. « Maman, » dit Sophie, jouant avec la même poupée que Rex avait trouvée quelques semaines auparavant, « Jean prenait soin de moi parfois, tu sais. Quand oncle Richard partait en voyage, il laissait de la nourriture par la petite trappe et me parlait à travers la porte. » Édouard Martin, le père de Sophie, s'assit lourdement sur une chaise à proximité. La culpabilité de douter de Jean le consumait. « Pourquoi ne nous as-tu jamais rien dit, ma chérie ?»« Oncle Richard a dit que vous étiez trop occupé à vous battre en justice, » répondit Sophie avec l'innocence propre à son âge. « Il a dit que quand tout serait réglé, je pourrais revenir. » Au centre de détention, Jean se préparait à sa libération. Le directeur Martin supervisait personnellement les procédures, s'assurant que tout soit accéléré. « Dupont, » dit le directeur en tendant la main, « j'espère que vous pourrez nous pardonner l'erreur du système. » Jean accepta la poignée de main avec dignité. « Je ne garde aucune rancune, directeur, seulement de la gratitude pour avoir cru en Rex, quand tout le monde doutait. » Anne attendait dehors avec Rex, qui ne cessait de remuer la queue. Quand Jean franchit enfin les portes de la liberté, le chien sauta dans ses bras, léchant son visage avec une joie débordante. « Tu es un héros, mon pote, » murmura Jean, serrant son fidèle compagnon dans ses bras. « Le plus grand héros que cette ville ait jamais vu. » Au commissariat, Richard Lambert affrontait le poids de ses actes. L'inspecteur Rivière menait l'interrogatoire, révélant une toile de manipulation qui s'étendait sur des années. Tout était par vengeance, avoua Richard, son arrogance enfin brisée. Édouard Martin a détruit mes affaires avec ce procès. Je voulais qu'il ressente la même douleur. Jean, le contremaître repentant, fournissait des détails cruciaux qui aideraient à reconstruire toute l'histoire. Comment Richard avait planté les preuves dans la cabane de Jean, comment il avait manipulé des témoins, comment il avait construit le bunker des années auparavant, se préparant à son plan macabre. À la ferme Espoir, des volontaires se réunissaient pour préparer une fête de bienvenue pour Jean Dupont. L'endroit qu'il avait transformé en sanctuaire pour animaux abandonnés allait désormais devenir un symbole d'espoir et de justice. Claire Martin arriva à la ferme avec Sophie, qui courut immédiatement pour serrer Rex dans ses bras. « Il est vraiment magique, n'est-ce pas, maman? Il savait où j'étais tout le temps. » Jean observait la scène avec les yeux embués. Rex a toujours su. Il a essayé de nous le dire de toutes les manières possibles. La communauté de la vallée des Monts commençait son propre processus de guérison. Des voisins qui avaient condamné Jean cherchaient maintenant son pardon. L'histoire de l'homme injustement accusé et de son chien fidèle touchait le cœur de tous. « Tu sais, » dit Anne en regardant Rex jouer avec Sophie, « parfois les anges ont 4 pattes et un cœur plus grand que le monde. » Un mois après les événements qui avaient secoué la vallée des Monts, la vie commençait à trouver un nouveau rythme. La ferme Espoir, plus qu'un refuge pour animaux abandonnés, s'était transformée en un symbole de persévérance et de justice. Jean, se réadaptant à la liberté, consacrait ses matinées à rénover la ferme avec l'aide de volontaires qui arrivaient maintenant de toute la région. Parmi eux, étonnamment, se trouvait Jean, l'ancien contremaître de Richard Lambert. « Je dois faire quelque chose de bien », expliqua Jean en aidant à construire un nouveau chenil. « J'ai porté ce secret trop longtemps. » Rex, maintenant célébré comme un héros local, accompagnait Jean dans toutes ses activités, plus attentif et protecteur que jamais. Son histoire s'était répandue au-delà des frontières de la vallée des Monts, attirant l'attention des organisations de défense des droits des animaux et des médias nationaux. C'est incroyable qu'un chien ait pu accomplir ce qu'un système judiciaire entier n'a pas réussi à faire, a commenté le docteur Michel Laurent, qui visitait régulièrement la ferme. Cela nous fait nous demander combien d'autres innocents attendent encore leur propre Rex. Sophie Martin est devenue une visiteuse régulière de la ferme Espoir, toujours accompagnée de ses parents. La jeune fille faisait preuve d'une résilience surprenante, transformant son expérience traumatisante en quelque chose de positif, grâce à son amour pour les animaux. « Je veux devenir vétérinaire quand je serai grande », a-t-elle annoncé un après-midi de bénévolat. Comme tante Anne pour pouvoir aider tous les petits animaux. Claire Martin, observant sa fille jouer avec les animaux sauvés, s'est approchée de Jean Dupont, les larmes aux yeux. « Comment pouvons-nous compenser les années que nous vous avons volées ?» a-t-elle demandé, la culpabilité encore lourde dans sa voix. Jean a souri doucement. « Madame Martin, l'important est que la vérité ait triomphé. Et Sophie, c'est une enfant extraordinaire. Sa force nous enseigne le pardon et le recommencement. » En ville, des changements significatifs commençaient à prendre forme.
Le directeur Martin a lancé un programme de révision des anciens dossiers, en particulier ceux basés uniquement sur des preuves circonstancielles. L'affaire Dupont nous a appris une leçon précieuse, a-t-il expliqué lors d'une conférence de presse. Parfois, la vérité vient des endroits les plus inattendus. Anne, qui continuait son travail bénévole à la ferme, développait un projet spécial, un programme de formation de chiens pour les enquêtes. Rex nous a montré que les animaux ont une perception qui dépasse notre compréhension, a-t-elle expliqué lors d'une réunion avec les autorités locales. Nous devons apprendre à faire davantage confiance à ces instincts. Les nuits à la ferme Espoir avaient désormais une nouvelle signification. Jean Dupont s'asseyait souvent sur le porche de sa cabane, Rex à ses côtés, contemplant les étoiles et réfléchissant au chemin que la vie choisit pour révéler ses vérités. « Tu sais, mon ami, » murmura-t-il en caressant la tête de Rex, « parfois je pense que tu savais depuis le début que tout cela arriverait, que nous devions traverser cette épreuve pour un bien plus grand. » Le chien répondit par un regard profond, de ceux qui semblent porter toute la sagesse du monde. Au loin, les lumières de la vallée des monts brillaient comme des rappels que chaque histoire, aussi douloureuse soit-elle, porte en elle la graine de la rédemption. Édouard Martin, transformé par cette expérience, lança une fondation pour aider les personnes injustement accusées. Le premier cas accepté fut celui d'un homme dans une ville voisine dont l'histoire présentait des similitudes troublantes avec celle de Jean. « Nous ne pouvons pas changer le passé », déclara Édouard lors de l'inauguration de la fondation, « mais nous pouvons construire un avenir où la justice est plus qu'un mot sur du papier. » 6 mois s'étaient écoulés depuis la libération de Jean. L'automne peignait la vallée des monts de tons dorés, et la ferme Espoir prospérait comme jamais. Le lieu s'était transformé en un centre de référence national pour la réhabilitation animale et la justice restaurative. Un matin particulièrement significatif, Jean accueillit un groupe spécial de visiteurs, des juges et des procureurs venus de diverses régions du pays, intéressés par ce que la presse commençait à appeler la méthode Rex. « Ce qui s'est passé ici, » expliqua Jean en marchant entre les chenils rénovés, « ne concernait pas seulement la preuve de mon innocence. Il s'agissait de repenser la manière dont nous jugeons les preuves, dont nous écoutons ceux qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes. » Rex, désormais un gentleman respectable, avec quelques poils blancs sur le museau, gardait sa posture vigilante. Sa renommée avait inspiré un programme pionnier de formation de chiens pour aider dans les enquêtes complexes. « Les animaux ont une sensibilité qui transcende notre logique humaine », expliqua Anne, qui coordonnait désormais le programme. Rex nous a appris que parfois, nous devons faire confiance à des instincts qui vont au-delà des preuves conventionnelles. Sophie, qui venait de fêter ses 10 ans, était devenue une sorte de petite ambassadrice de la ferme Espoir. Son histoire de résilience inspirait d'autres enfants confrontés à des traumatismes. « Quand j'étais dans cet endroit sombre, » partagea-t-elle lors d'un cercle de discussion avec des psychologues, « les aboiements de Rex étaient comme une lumière d'espoir. C'était comme s'il me disait que tout irait bien. » Claire et Édouard Martin avaient complètement transformé leur vie. La fondation qu'ils avaient créée avait déjà aidé à libérer 3 personnes injustement condamnées dans différents États. « Chaque cas ouvert, » déclara Édouard lors d'une interview, « est une chance de corriger non seulement une erreur judiciaire, mais aussi de restaurer la foi des gens en la justice. » Le directeur Martin, sur le point de prendre sa retraite, mettait en œuvre ses dernières et plus significatives réformes dans le système pénitentiaire local. Parmi elles, un programme permettant des visites régulières d'animaux thérapeutiques aux détenus. « Ce que j'ai appris de l'affaire Dupont, » réfléchit-il, « c'est que l'humanité se révèle dans les petits gestes, dans les connexions qui transcendent les mots. » Jean, l'ancien contremaître qui avait aidé à révéler la vérité, avait trouvé sa vocation en tant que coordinateur de maintenance à la ferme Espoir. Ses connaissances en construction avaient été essentielles pour agrandir les installations. « Chaque nouveau chenil que nous construisons, » dit-il en supervisant les travaux d'une nouvelle aile, est une façon de compenser les années de silence, de transformer la culpabilité en action positive. Jean passait beaucoup de temps à documenter son histoire, non par vengeance ou amertume, mais comme un témoignage d'espoir. Son livre, « Aboiements de liberté », était sur le point d'être publié. « Ce n'est pas seulement mon histoire », expliquait-il lors d'une séance photo avec Rex. C'est un témoignage de la façon dont l'amour inconditionnel peut illuminer même les coins les plus sombres de l'injustice. L'histoire de Jean et Rex
était devenue une étude de cas dans les facultés de droit, remettant en question les méthodes traditionnelles d'enquête et soulignant l'importance de garder l'esprit ouvert à des possibilités non conventionnelles. Parfois, disait souvent Jean lors de ses conférences, la vérité ne se cache pas dans des documents ou des témoignages, mais dans le regard sincère de quelqu'un qui ne sait pas mentir. Ce soir d'automne, alors que le soleil se couchait sur la ferme Espoir, Jean et Rex se reposaient à leur endroit préféré sur la véranda. Le vent doux portait des promesses de changement, d'un avenir où la justice pourrait être aussi pure et vraie que l'amour d'un chien pour son maître. Un an après la révélation qui avait changé la vallée des monts, la ferme Espoir se préparait pour une célébration spéciale. C'était l'anniversaire de la libération de Jean, et toute la communauté se mobilisait pour marquer cette date. L'endroit était méconnaissable. Là où il n'y avait autrefois qu'une ferme modeste pour animaux abandonnés, s'élevait désormais un complexe impressionnant. Un centre de réhabilitation animale, une école de formation pour chiens d'assistance investigatrice et un mémorial dédié à la justice restaurative. « C'est surréaliste », commenta Jean, ajustant sa cravate avant l'événement principal. Rex, à ses côtés, arborait une médaille spéciale décernée par le gouvernement régional, la première fois qu'un animal recevait un tel honneur. L'auditorium nouvellement construit était plein à craquer. Au premier rang, Sophie, maintenant une jeune fille confiante de 10 ans, tenait une enveloppe spéciale. À ses côtés, ses parents, Claire et Édouard, souriaient avec fierté. « Aujourd'hui, » commença Jean dans son discours, « nous ne célébrons pas seulement ma liberté. Nous célébrons un changement fondamental dans notre façon de voir la justice, la vérité et la loyauté. » L'auditoire écoutait dans un silence respectueux, tandis qu'il poursuivait. « Rex n'a pas seulement sauvé ma vie. Il nous a appris que la vérité a de nombreuses voix et certaines d'entre elles n'utilisent pas de mots. » Sophie se leva et marcha jusqu'à l'estrade avec l'enveloppe. « Oncle Jean, » dit-elle au micro, « j'ai une surprise pour toi et pour Rex. » À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait un document officiel, l'approbation du premier Centre national de formation de chiens pour enquêtes spéciales, qui serait construit sur un terrain adjacent à la ferme Espoir. L'Institut Rex Dupont de Justice, assisté par les animaux, commencera ses opérations le semestre prochain, annonça le directeur Martin, maintenant consultant pour le projet. Ce sera un héritage pour les générations futures. Anne, nommée directrice technique du nouvel institut, présenta les premiers résultats du programme pilote. En seulement 6 mois, nos chiens ont aidé à résoudre 3 affaires complexes dans différentes régions. Jean, qui avait supervisé la construction du nouveau complexe, sourit discrètement au fond de l'auditorium. Sa rédemption était complète dans le travail qu'il accomplissait quotidiennement, transformant les espaces physiques, tout comme sa propre vie avait été transformée. Chaque brique de cet endroit, commenta-t-il plus tard, lors de la réception, porte une histoire de transformation. La célébration se poursuivit jusqu'au crépuscule lorsque Jean Dupont et Rex se retirèrent à leur endroit préféré sur la terrasse. Le ciel étoilé de la vallée des monts semblait particulièrement brillant ce soir-là. « Tu sais, mon ami, » dit Jean Dupont, caressant la tête grisonnante de Rex, « tu n'as pas seulement prouvé mon innocence, tu as changé la façon dont les gens perçoivent la vérité. » Rex répondit par un regard profond, ce même regard qui, des années auparavant, avait tenté de l'avertir des sombres secrets de la ferme voisine. Maintenant, ce regard transmettait paix et accomplissement. Le lendemain matin, la routine de la ferme Espoir reprendrait. De nouveaux animaux arriveraient pour leur réhabilitation, de nouveaux élèves commenceraient leur formation et de nouvelles histoires d'espoir commenceraient à s'écrire. Jean Dupont, l'homme qui avait presque tout perdu, avait trouvé un but plus grand que sa propre liberté. Son histoire avec Rex était devenue un symbole de persévérance, d'amour inconditionnel et de la quête incessante de la vérité. Le soleil se levait sur une vallée des monts très différente de celle qui avait été témoin de la saga de Jean Dupont et Rex. L'Institut Max Weber de justice, assisté par les animaux, était devenu une référence internationale et des délégations de divers pays arrivaient chaque semaine pour découvrir son travail révolutionnaire. Jean Dupont, maintenant aux cheveux complètement grisonnants, observait depuis la fenêtre de son bureau, alors qu'une nouvelle classe de dresseurs et leurs chiens commençait une nouvelle journée d'activité. Rex, âgé mais toujours alerte, se reposait dans son lit spécial près du bureau de son maître. « Professeur Dupont » appela une voix jeune à la porte.
C'était Michel Fils, récemment diplômé en médecine vétérinaire et fils de l'avocat qui avait tant lutté pour le cas de Jean Dupont. Les résultats de cette affaire en Auvergne-Rhône-Alpes sont arrivés. L'affaire en question avait mobilisé l'Institut ces dernières semaines, une série de disparitions mystérieuses dans une petite ville minière où les preuves traditionnelles menaient à des impasses. Sophie, maintenant une adolescente de 15 ans et stagiaire du programme junior de l'Institut, entra dans la pièce en portant un dossier de documents. Son dévouement au projet avait inspiré d'autres jeunes à s'engager dans la cause. « Oncle Jean », dit-elle, utilisant le surnom affectueux qu'elle avait gardé au fil des années, les chiens ont identifié un modèle que les enquêteurs n'avaient pas remarqué. Jean sourit, fier. La méthode née de l'intuition extraordinaire de Rex avait évolué en un système sophistiqué d'enquête, combinant l'instinct animal avec une technologie de pointe. « Montre-moi », demanda-t-il, tandis que Rex se levait lentement pour rejoindre le groupe. Sophie ouvrit une carte numérique sur l'écran géant du bureau. Les disparitions avaient toujours lieu les nuits de pleine lune, près d'anciennes mines désaffectées. Nos chiens ont détecté une odeur spécifique qui a mené à une découverte surprenante. L'enquête avait révélé qu'un groupe d'explorateurs clandestins utilisait les mines abandonnées pour le trafic de minéraux rares. Les personnes n'avaient pas disparu. Elles étaient réduites au silence par des pots de vin et des menaces. « C'est incroyable », commenta Michel Fils. « Comment les chiens parviennent à capter des nuances qui échappent même aux équipements les plus modernes. » Jean caressa la tête de Rex, remarquant comment son pelage, autrefois noir et doré, était maintenant presque entièrement blanc. « C'est toi qui as tout commencé, mon vieux. Chaque vie que nous sauvons, chaque injustice que nous évitons, a commencé avec tes aboiements insistants dans cette ferme. » Anne, devenue directrice exécutive de l'Institut, entra dans la pièce avec des nouvelles enthousiasmantes. La méthodologie développée ici serait mise en œuvre dans 5 nouveaux pays l'année prochaine. « Et ce n'est pas tout », annonça-t-elle en souriant. « Sophie a été sélectionnée pour présenter le programme junior à la conférence internationale à Genève. » Jean sentit ses yeux s'embuer. La jeune fille que Rex avait aidé à sauver des années auparavant était devenue l'une des voix les plus prometteuses dans la lutte pour un système de justice plus humain et plus efficace. La journée avançait dans la vallée des monts, et avec elle, une nouvelle page s'écrivait dans l'histoire extraordinaire qui avait commencé avec la loyauté inébranlable d'un chien. L'Institut Max Weber n'était pas seulement un centre de formation, c'était un monument vivant à la puissance de l'amour, de la vérité et de la persévérance. C'était un après-midi d'automne lorsqu'une visite inattendue arriva à l'Institut Max Weber. Jean, l'ancien contremaître qui avait aidé à révéler la vérité des années auparavant, revenait après un long voyage à travers le pays où il avait aidé à mettre en œuvre des programmes similaires dans d'autres villes. « Thomas » appela-t-il, sa voix chargée d'une urgence familière. « Nous devons parler de quelque chose que j'ai découvert lors de ma dernière mission. » Dans le jardin sensoriel de l'Institut, conçu spécialement pour l'entraînement des chiens, Thomas et Jean s'assirent sur un banc en bois. Rex, malgré son âge avancé, restait alerte aux côtés de son maître. « Tu te souviens de Richard Lambert » demanda Jean, son expression sérieuse. « J'ai découvert qu'avant de venir dans la vallée des monts, il possédait une propriété en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et il y a des histoires très similaires là-bas. » Thomas sentit un frisson lui parcourir l'échine. Même après des années de prison, Richard Lambert projetait encore des ombres sur leur vie. Sophie, qui passait par le jardin avec un groupe de chiens en formation, remarqua l'expression inquiète de Thomas et s'approcha. À 15 ans, elle avait développé une sensibilité extraordinaire pour les situations délicates. « Que se passe-t-il, oncle Thomas » demanda-t-elle en s'asseyant à côté d'eux. « Nous avons peut-être trouvé d'autres histoires qui doivent être racontées, » répondit Thomas, échangeant un regard significatif avec Jean. Anne, qui supervisait un entraînement à proximité, se joignit au groupe. Au cours des dernières années, elle s'était spécialisée en psychologie animale et avait développé des techniques révolutionnaires de communication entre chiens et humains. « Parlez-vous des affaires en Provence-Alpes-Côte d'Azur » demanda-t-elle. « Nous avons entendu quelques rumeurs lors du dernier congrès. » Jean acquiesça, sortant une tablette de son sac à dos. 3 cas de personnes injustement accusées entre 1995 et 2000. Tous impliquant des propriétés rurales et des preuves fabriquées. Jean Dupont observa Rex, qui gardait les yeux fixés sur Jean, comme s'il comprenait chaque mot. Même après toutes ces années, le vieux chien n'avait pas perdu sa capacité à percevoir l'importance des moments cruciaux. « Nous devons enquêter là-dessus »,
décida Jean Dupont. Nous ne pouvons pas permettre que d'autres personnes vivent ce que j'ai vécu. Sophie, qui avait hérité de l'esprit d'investigation que Rex avait démontré des années auparavant, était déjà en train de formuler un plan. Nous pouvons utiliser les nouvelles méthodes que nous avons développées ici. Les chiens du programme avancé sont prêts pour un tel défi. Anne approuva, ajoutant « Et nous avons un réseau de soutien bien plus grand maintenant. Nous pouvons mobiliser des ressources et des personnes dans différents états. » Le vent soufflait doucement à travers le jardin sensoriel, portant l'arôme des fleurs que Rex appréciait tant. Jean Dupont observa son fidèle compagnon, remarquant comment, même avec l'âge, ses yeux conservaient cette lueur spéciale de détermination. « Tu sais, » dit Jean Dupont caressant la tête de Rex, « quand tout est arrivé, j'ai cru que c'était la fin. Mais ce n'était que le début de quelque chose de bien plus grand. » Jean sourit, se rappelant son propre parcours de rédemption. Chaque histoire que nous découvrons, chaque personne que nous aidons, est une façon d'honorer ce que Rex nous a enseigné sur la loyauté et la justice. Sophie prit son carnet, commençant déjà à organiser les informations. « Je vais créer un groupe de travail avec les autres stagiaires. Nous pouvons commencer à cartographier les connexions et les modèles. » Jean Dupont observa avec fierté comment la jeune fille que Rex avait aidé à sauver devenait maintenant une force motrice dans la lutte contre les injustices. C'était comme si le cercle se complétait, mais en même temps ouvrait de nouvelles voies. L'hiver arriva dans la vallée des monts, apportant des changements significatifs. L'Institut Max Weber bouillonnait avec les préparatifs de la plus grande enquête de son histoire. L'équipe s'était agrandie, intégrant des experts en technologie forensique, des psychologues et des enquêteurs de divers départements. Jean Dupont, assis dans son fauteuil préféré avec Rex endormi à ses pieds, passait en revue les dossiers des cas de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le temps avait fait son effet sur le fidèle compagnon. Rex passait maintenant plus d'heures à se reposer, bien que son esprit restait aussi vigilant que toujours. « Papa » appela Sophie depuis la porte du bureau. Elle avait commencé à l'appeler ainsi il y a quelques mois, un changement naturel qui avait profondément ému Jean. « Nous avons trouvé quelque chose dans les archives numérisées. » L'adolescente projeta sur l'écran une série de documents anciens. « Regarde, avant chaque fausse accusation, il y a eu des disputes pour des terres, exactement comme c'est arrivé ici. » Jean se pencha en avant, intéressé. Rex leva la tête, ses yeux fatigués mais attentifs fixés sur l'écran. « Et il y a plus », continua Sophie, ses yeux brillants de l'excitation de la découverte. Dans tous les cas, un chien était impliqué. Des chiens qui, selon les rapports, présentaient des comportements inexplicables pendant les enquêtes. Anne entra dans la pièce à ce moment-là, portant les résultats de nouveaux tests développés par l'Institut. « Jean, nous devons parler de Rex. » Le cœur de Jean se serra. Il avait remarqué les changements chez son compagnon ces dernières semaines, une fatigue plus fréquente, un appétit diminué. « Il vieillit, Jean, » dit Anne doucement. « Mais il se passe quelque chose d'extraordinaire. Les chiots qu'il a aidé à entraîner, il montre les mêmes capacités intuitives qu'il a toujours eues. » Comme pour confirmer les paroles d'Anne, un groupe de jeunes bergers allemands entra dans la pièce, mené par Lune, la première chienne que Rex avait aidé à entraîner. Ils s'approchèrent respectueusement du vieux chien, comme s'ils reconnaissèrent son importance. « C'est comme s'il passait un héritage », observa Sophie, émue. Jean caressa la tête de Rex, sentant la connexion profonde qu'ils avaient développée au fil des années. « Tu ne cesses jamais de nous enseigner, n'est-ce pas, mon vieux ?» Jean apparut à la porte avec des nouvelles urgentes. « Jean, nous avons localisé 2 des personnes injustement accusées en Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'une d'elles est prête à parler. » L'équipe se mobilisa rapidement pour organiser un voyage. Jean, cependant, savait que cette fois, il ne pourrait pas emmener Rex avec lui. L'âge avancé du chien exigeait des soins particuliers. « Je reste avec lui », proposa Sophie. « Nous allons continuer les enquêtes d'ici, en utilisant la nouvelle technologie que nous avons développée. » Anne ajouta, « Et les nouveaux chiens sont prêts. Rex les a bien entraînés. » Jean observa son fidèle compagnon, qui lui rendit son regard avec cette sagesse sereine qui l'avait toujours caractérisé. C'était comme si Rex se disait que tout allait bien, que son travail maintenant était d'inspirer la prochaine génération. « Vous savez, » dit Jean à l'équipe réunie, « quand Rex a commencé à aboyer dans cette ferme il y a des années, il ne cherchait pas seulement à sauver une vie. Il initiait une révolution silencieuse dans la façon dont nous percevons la justice et la vérité. » Sophie s'agenouilla à côté de Rex,
l'embrassant tendrement. Et maintenant, nous avons une armée de héros à quatre pattes, prêts à poursuivre son travail. Le soleil d'hiver entrait par les fenêtres de l'Institut, illuminant la pièce où tant de vies avaient été transformées. Rex se reposait tranquillement, entouré de ses apprentis, sachant que son héritage était entre de bonnes pattes. Le printemps arriva à la vallée des monts, apportant renouveau et espoir. L'Institut Max Weber était en fête. Les enquêtes en Provence-Alpes-Côte d'Azur avaient abouti à la libération de 2 personnes injustement condamnées, et 3 autres cas étaient en cours de révision. Jean revint de son dernier voyage pour trouver une scène qui resterait à jamais gravée dans sa mémoire. Dans le jardin sensoriel de l'Institut, Rex était allongé sous son arbre préféré, entouré de tous les chiens qu'il avait aidé à entraîner. Sophie, assise à ses côtés, lisait à haute voix les nouvelles concernant les personnes qu'ils avaient aidé à libérer. « Il t'a attendu pour revenir », dit Sophie doucement, alors que Jean s'approchait. « Il sait toujours. » Rex leva la tête en voyant son compagnon de tant d'années, ses yeux brillants de cet amour inconditionnel qui avait changé tant de vies. Jean s'assit à côté de lui, ressentant le poids de tous les moments qu'ils avaient partagés. « Regarde tout le bien que tu as fait, mon ami », murmura Jean, montrant les photos des familles réunies grâce à leur travail. « Tu as créé quelque chose de plus grand que nous tous. » Anne s'approcha avec les derniers rapports de l'Institut. « Jean, la méthode Rex a été officiellement approuvée comme procédure d'enquête dans 15 pays. Ils l'appellent la révolution silencieuse de la justice. » Lune, la première élève de Rex, dirigeait maintenant sa propre équipe de chiens enquêteurs. Elle s'approcha de son ancien mentor, se couchant respectueusement à ses côtés. Les autres chiens suivirent son exemple, formant un cercle protecteur autour du héros vétéran. Jean, qui observait la scène depuis la véranda, commenta avec émotion « C'est comme s'il savait, comme s'il comprenait l'importance de ce moment. » Le soleil de l'après-midi baignait le jardin d'une lumière dorée, tandis que Rex se reposait entouré de son héritage vivant. Chaque chien présent portait un peu de sa sagesse, de sa détermination et de son amour inconditionnel pour la vérité. « Papa !» appela Sophie, la voix étranglée. « Je crois qu'il veut nous dire quelque chose. » Rex regarda chacun des présents, ses yeux transmettant une paix profonde. Jean comprit que son fidèle compagnon faisait ses adieux, non pas avec tristesse, mais avec la satisfaction d'une mission accomplie. « Tu as changé le monde, Rex, » dit Jean, serrant son ami une dernière fois. « Tu nous as appris que la vérité trouve toujours un chemin, même quand cela semble impossible. » Par cet après-midi sereine, entouré d'amour et de respect, Rex ferma les yeux pour la dernière fois. Il n'y eut pas de tristesse dans son départ, seulement une profonde gratitude pour tout ce qu'il représentait. L'Institut Rex Dupont continua son travail, maintenant avec une force renouvelée. L'histoire du chien qui a révolutionné le système de justice inspirait de nouvelles générations d'enquêteurs, de dresseurs et de défenseurs de la vérité. Sophie, déterminée à honorer l'héritage de Rex, a développé un programme spécial pour identifier et entraîner des chiens aux capacités extraordinaires semblables aux siennes. Le don de Rex, comme il fut appelé, est devenu une référence mondiale en matière d'investigation assistée par des animaux. Jean, regardant le portrait de Rex dans son bureau, souriait en voyant de nouvelles affaires résolues, de nouvelles vies transformées. L'aboiement qui avait un jour résonné dans une ferme lointaine s'était transformé en un cœur d'espoir, de justice et d'amour. « Tu sais, dit-il à Sophie un après-midi d'entraînement, Rex n'était pas seulement un chien extraordinaire, il était la preuve vivante que l'amour peut changer le monde. » Et ainsi, l'héritage de Rex continuait de vivre, non seulement dans les couloirs de l'Institut qui portait son nom, mais dans le cœur de chaque personne qui avait appris, grâce à lui, que la vérité a de nombreuses voix et que certaines d'entre elles aboient.